Donc, toujours avec ce chapitre sur les champs et leurs interactions avec les particules, nous avons vu la dernière fois l'équation de propagation d'une onde électromagnétique trouvée par, euh, dans des conditions relativistes et dans l'espace-temps plutôt que dans un espace euclidien. Bon, nous continuons cette étude pour voir aujourd'hui les interactions entre champs et particules et champs. Donc, nous allons construire une théorie de mouvement des particules. Bien sûr, tout ce qui est mouvement de particules, soit dans l'espace euclidien ou bien soit dans l'espace-temps, on doit toujours passer par le fameux principe de moindre action. Et je vous rappelle aussi que l'action, c'est une intégrale le long de la trajectoire qui est découpée en morceaux. Donc, c'est une intégrale le long de la trajectoire entre un point de départ et un point d'arrivée. Ou bien soit la courbe de moindre action, soit la surface de moindre action, comme on avait vu la dernière fois, par les valeurs de phi dans l'espace-temps. Bon, cette action, bien sûr, elle doit être invariante, donc elle est la même dans tous les repères inertiels, donc elle doit être construite par des quantités qui sont eux-mêmes invariantes. Bon, donc voilà, nous avons fait le calcul suivant une trajectoire qui est découpée en petits segments. C'est la somme d'invariantes, ou bien l'intégrale est la somme d'invariantes. L'invariante, bien sûr, est le temps propre. C'est la quantité la plus simple, la plus directe qu'on peut utiliser comme invariante de l'espace-temps, qui est le temps propre des taux. Donc, il faut créer une théorie de champ, il faut créer des équations mathématiques avec des quantités invariantes, c'est-à-dire qui ont des transformés de Lorentz, que ces quantités sont transformables par la transformation de Lorentz pour qu'ils soient considérés comme invariants, ainsi que leur quantité différentielle. L'invariante et les différentiels, les quantités différentielles et les dérivées partielles de cette quantité doivent aussi être invariantes par la transformation de Lorentz. Bon, le plus facile pour construire des quantités invariantes, c'est d'utiliser des scalaires. C'est-à-dire, on peut choisir un champ scalaire. Pourtant, il y a des champs vectoriels. Mais bon, pour la simplicité et pour mieux comprendre les choses, je vais commencer par utiliser des champs scalaires. Donc, ce champ qui peut être scalaire, donc il est invariant. Que veut dire il est invariant? C'est-à-dire dans le repère x, t, ou bien dans le repère x', t', qui est le repère mobile à une vitesse v. Je vous rappelle que les inclinaisons ici, ou bien les angles ici, de part et d'autre, sont les mêmes. Donc, phi dans le repère R est égal à phi' dans le repère R'. Donc, le champ, il est lui-même invariant. Bon, puisqu'il est scalaire. Et les composants de ce champ, ils sont aussi invariants, donc ils se transforment par Lorentz, ainsi que leur quantité différentielle, bien sûr. Bon, supposons un quadrivecteur AX, ce que vous voulez, un quadrivecteur, c'est-à-dire il a 4 composantes et chacune des composantes peut se transformer par Lorentz, c'est-à-dire A0' est égal à A0 moins V A1 sur la racine de 1 moins V carré, A1' est égal à 1 moins V A0 sur la racine, etc. Suivant Y et Z, les quantités se conservent. Bon, on a ces composantes à mu, mu allant de 0 à 3. Et ces composantes sont bien sûr fonction de l'espace-temps, c'est-à-dire fonction de t et fonction de x. Nous travaillons maintenant dans l'espace-temps à 4 dimensions. Donc, ils sont fonction de t et
les trois composantes X de l'espace X, Y et Z. Bon, il faut obtenir des scalaires et des invariants. Donc, à partir d'un quadrivecteur, nous pouvons construire des quantités scalaires. Par exemple, la fameuse propriété du temps propre. Donc, la quantité 0 au carré, ou bien la composante 0 au carré, moins les composantes espace au carré, c'est une quantité qui est toujours invariante par Lorentz parce que ça représente la forme d'un temps propre. La composante temps au carré moins la composante x au carré ou bien moins la composante espace au carré, ce qui construit une quantité invariante par Lorentz qui peut être utilisée pour tous les quadrivecteurs dans l'espace-temps. Donc, le plus simple pour choisir des quantités scalaires, c'est prendre cette forme de temps propre, A0 carré moins A x carré sur tout l'espace. Bon, aussi les dérivés d'un scalaire, ou plutôt les dérivés partiels d'un scalaire par rapport aux 4 dimensions de l'espace-temps, aussi ils forment un quadrivecteur, c'est-à-dire des ronds phi sur des ronds x mu. On a 4 dérivés partiels. Des ronds phi sur des ronds t, puis des ronds phi sur des ronds x, puis des ronds phi sur des ronds y, puis des ronds phi sur des ronds z. Donc, on a une dérivée par rapport à chaque dimension de l'espace-temps. Ces 4 dérivés forment aussi entre eux un quadrivecteur, le quadrivecteur des quantités différentielles ou bien des dérivés partiels. Bon, l'action le long de la trajectoire, comme vous le savez, doit être une action invariante. Si l'action elle est invariante, donc le Lagrangien lui-même doit être invariant, puisque l'action est l'intégrale de Lagrangien. Donc le Lagrangien est lui-même invariant. Donc ce Lagrangien, L, est aussi un scalaire dans notre cas. Donc si phi, le champ, est scalaire, aussi, on peut dire que toutes les fonctions de phi sont aussi scalaires, c'est-à-dire phi carré, phi au cube, cosinus phi, tangente phi, etc. Toutes les fonctions de phi doivent être des scalaires. Bon, ces fonctions donc sont des candidats pour faire du Lagrangien, pour être des composants dans le Lagrangien, puisque ce sont des scalaires. Le scalaire doit être formé parce que c'est invariant, et l'invariant doit être formé par des quantités scalaires. Donc, toutes ces fonctions scalaires sont des candidats pour faire partie de ce Lagrangien qui doit être aussi scalaire. Donc, on fait les dérivés de manière à obtenir ces quantités scalaires. Bon, des ronds phi sur des ronds x mu, donc c'est la somme des 4 dérivés. Donc, comme la forme de temps propre, puisque ces 4 composantes forment un quadrivecteur, donc la composante temps moins les composantes espace, donc ils forment aussi une quantité invariante, donc qui est la somme des ronds phi sur des ronds x mu. Bien sûr, devant des ronds phi sur des ronds t au carré, il faut mettre un 1 sur c carré pour tenir compte de la quantité c qui est maintenant différente de 1, ou bien vous pouvez même la prendre égale à 1. Donc, c'est 1 sur c carré des ronds phi sur des ronds t au carré, moins des ronds phi sur des ronds x au carré, moins des ronds phi sur des ronds y au carré, moins des ronds phi sur des ronds z au carré, qui est elle-même une invariante parce que c'est la forme d'un temps propre. Donc, c'est un scalaire. Et aussi, le scalaire, ça reste un scalaire si on le multiplie par un autre scalaire. Donc, cette quantité-là, cette invariante-là, si on la représente par ce crochet-là, si on la multiplie par une fonction scalaire de phi, du champ, ça reste aussi un scalaire parce qu'il faut quelque part introduire le champ.
Donc, on multiplie cette invariante par une fonction scalaire de phi, f de phi. Et bon, il y a une convention en physique, c'est d'ajouter un facteur 1,5. Bon, ça n'a aucun sens physique. L'utilité de ce facteur 1,5, c'est, comme d'habitude, c'est pour retrouver les équations de Newton pour les faibles vitesses ou bien pour les conditions non relativistes. Donc, ce scalaire, qui est le temps propre, multiplié par une fonction scalaire du champ phi, forme aussi un scalaire et peut former aussi un Lagrangien. On ajoute le 1,5 qui est aussi un nombre scalaire. Donc, ça ne change rien en physique, mais ça nous donne la possibilité de retrouver Newton à faible vitesse. Bon, prenons ce Lagrangien. Donc, Lagrangien, c'est 1,5, donc fois la quantité invariante, le temps propre, c'est-à-dire 1 sur c carré, d rond phi sur d rond t au carré, moins d rond phi sur d rond x au carré, etc., les composantes ou bien les dérivés par rapport à l'espace au carré, fois cette fonction de phi. Bon, d'habitude, ces fonctions représentent une énergie potentielle et par la suite, vous allez mieux comprendre ça. Ces fonctions représentent d'habitude, ou bien toujours, ils représentent une certaine forme d'énergie potentielle de la forme 1,5 k phi carré, ou bien 1,5 k x carré, ou bien 1,5 mu carré. Bon, le mu carré, par exemple, pour un oscillateur harmonique, ça représente la quantité K, qui est la rigidité ou bien sa constante d'élasticité, etc., ou bien la constante de raideur K. Bon, ça peut prendre plusieurs formes, mais ici, dans la théorie du champ, dans tout ce qui est espace-temps, on préfère représenter ça par un mu carré. Donc, c'est un 1,5 mu carré fois phi carré. Donc, ça nous donne l'équation d'onde qui dérive de L. Donc, si vous faites la dérivée de L, la dérivée du Lagrangien, c'est-à-dire d rond L sur d rond x mu. Donc, ça commence par la dérivée par rapport à t. Donc, c'est 1 sur c carré. La dérivée de d rond phi sur d rond t au carré, c'est 2 fois, donc ça annule le 1,5, 2 fois d rond carré phi, donc la deuxième dérivée de phi par rapport à t, c'est d rond carré phi sur d rond t carré, moins, etc. La dérivée par rapport à x, donc c'est 2 fois 1,5, la dérivée de d rond phi sur d rond x par rapport à x, c'est d rond carré phi sur d rond x carré, etc. Toujours, je répète la même chose, ne pas confondre la première dérivée au carré avec la deuxième dérivée. Hein, donc ça, c'est la deuxième dérivée. D rond carré phi sur d rond x2, moins d rond carré phi sur d rond y2, moins d rond carré phi sur d rond z2. Plus, bon, la dérivée par rapport à phi de cette quantité, c'est donc 2 fois 1,5, donc c'est 1, c'est mu carré phi, qui est égal à 0. Donc, d'après les équations de Lagrange. Là, j'utilise Lagrange. Je n'invente rien dans cette équation, c'est juste l'application de l'équation de Lagrange qui veut nous donner cette équation. Et voilà, c'est l'équation d'onde que vous connaissez déjà. C'est l'équation d'onde trouvée à travers les équations de Maxwell ou bien par cette méthode-là dans l'espace-temps. Vous voyez que c'est une fonction simple, c'est une théorie du champ simple qui représente une équation linéaire qui est fonction de phi seulement. Donc, c'est du premier ordre. Il n'y a pas de phi carré, il n'y a pas de phi cube, il n'y a rien. C'est juste une équation linéaire
qui est fonction de phi. Donc, c'est là l'importance de cette équation-là. C'est une équation simple, une théorie du champ simple. C'est juste une fonction de phi linéaire. Bon, je passe maintenant à trouver une relation entre particules et champ. Donc, comment ils interagissent, ces particules, et ce champ dans lequel on met cette particule qui est soit au repos, soit en mouvement. Donc, la question, c'est de trouver comment ces particules vont interagir avec un champ scalaire, puisque nous avons considéré un champ scalaire. Bon, c'est une interaction. Quand je parle d'une interaction, donc, ça fait partie de l'action totale. Donc, il y a un Lagrangien qui correspond à cette interaction. Je répète, l'interaction, ça fait partie de l'action totale. Et l'action totale, c'est l'intégrale d'un Lagrangien. Donc, si on ajoute une interaction, donc on doit modifier le Lagrangien par l'ajout. Il faut ajouter une quantité au Lagrangien qui représente cette interaction. Parce que, tout simplement, c'est une partie de l'action totale. Donc, pour une particule mobile, supposons qu'il y a une particule mobile, donc c'est une particule sans S. Bon, donc supposons une particule mobile dans un champ phi qui est fonction de t et x. Le champ est connu. Donc, notre champ est connu. On introduit dans ce champ une particule mobile. Cette particule, elle va interagir avec le champ. Je vous donne un exemple très simple. C'est comme quand vous mettez une particule chargée dans un champ électromagnétique. Le champ électrique va l'accélérer, le champ magnétique va faire une trajectoire circulaire, etc. Vous savez comment agissent les particules chargées dans un champ électromagnétique. Donc, on va trouver le Lagrangien de cette interaction. Bon, le Lagrangien, ça prend souvent les formes de moins m, ou bien c'est l'action, moins m intégrale de d taux. Là, m, c'est la masse, toujours la masse newtonienne, qui est la masse d'un objet prise au repos. Il n'y a pas une autre quantité qui peut être considérée comme la masse. Et il y a le signe moins. Le signe moins, ça n'a pas de sens en fait, physiquement. C'est juste pour aussi retrouver Newton à faible vitesse. Donc, toutes les conventions d'écriture que vous allez voir dans la théorie du champ, c'est juste pour pouvoir retrouver par approximation les équations de Newton à faible vitesse. Et ces quantités-là, le signe moins, ou bien si vous multipliez par 1,5, ou bien vous divisez par 1,5, ou multipliez par un scalaire, ça ne change rien dans la théorie physique, dans la théorie du champ, dans la loi physique. Ça ne change rien si on multiplie par un scalaire. Donc, vous pouvez ajouter un moins, un 1,5, n'importe quel nombre, quel scalaire. La physique reste la même. On ne change pas la loi physique, c'est juste des manipulations mathématiques pour pouvoir faire les approximations newtoniennes. Et c'est des conventions. Donc, notre Lagrangien, ou plutôt l'action, puisqu'il y a l'intégrale, c'est moins m, donc intégrale de d tau qui est la racine de dt carré moins dx carré, donc, ou bien qui est la racine de 1 moins v carré dt. Donc, si on met dt en facteur. Bon, il faut permettre à cette particule d'interagir avec le champ. Donc, il faut aussi ajouter un autre terme au Lagrangien qui aussi doit être invariant par Lorentz. Parce que là, ce Lagrangien, on l'a vu déjà dans la séance précédente, que ça correspond au champ. Mais ça ne prend pas en considération l'interaction.
Donc, on doit ajouter à ce Lagrangien un terme invariant par Lorentz, bien sûr. Et bien sûr, il faut que cette quantité soit un scalaire parce que là, nous utilisons que des scalaires pour avoir des quantités invariantes. Donc, c'est une fonction de phi parce que c'est une interaction avec le champ. Donc, on a moins m des taux. Il faut ajouter une fonction de phi. Donc, c'est une fonction de phi. Vous pouvez mettre phi carré, phi cube, une fonction de phi par une invariante des taux. Donc, tout le monde doit être multiplié par des taux parce que c'est le temps pro. Donc, il doit être présent toujours ce fameux temps pro. Donc, notre Lagrangien, ou bien cette action partielle, c'est l'intégrale de, donc on met des taux en facteur, donc c'est moins m plus phi, bien sûr, qui est fonction de t et de x, donc c'est moins m plus phi par racine de 1 moins v carré dt qui est des taux. Dans ce cas, si vous comparez cette équation à l'équation de la diapo précédente, donc vous avez une masse fois le radical 1 moins v carré dt. Donc, et voilà une quantité fois le radical de 1 moins v carré. Donc, c'est comme si la particule qui est mise dans ce champ scalaire phi, c'est comme si elle était une particule libre, mais ayant la masse moins m plus phi, parce que là, ce facteur-là, ça représente moins m. Donc, toute cette parenthèse, ça représente moins m, moins la masse. Donc, c'est comme si cette particule placée dans le champ, elle va agir comme si c'était une particule libre ayant la masse m moins phi. Et c'est les conditions, bien, c'est un exemple comment un champ peut, donc on a besoin d'ajouter un n ici, donc là, c'est un exemple comment un champ scalaire peut changer ou bien peut décaler la masse d'une particule. C'est ce qu'on appelle les champs de Higgs ou bien le champ de Higgs. Le champ de Higgs, si vous avez suffisamment de curiosité scientifique et vous allez faire une petite recherche sur les champs de Higgs et le boson de Higgs, bien sûr, vous trouvez que c'est la théorie qui explique ou bien qui essaye d'expliquer comment les particules acquièrent leur masse dans un champ. Pourquoi les particules ont une masse dans un champ? C'est ce qu'on appelle la théorie de Higgs ou bien le champ de Higgs. Et bien sûr, il y a cette fameuse particule qui est le boson de Higgs qui représente l'échange de particules pour déterminer la masse d'une particule. Bon, ça ne fait pas partie de ce cours, mais pour ceux qui ont un peu de curiosité scientifique, vous pouvez aller chercher un peu voir de ce que s'agit là, cette théorie de Higgs et la détermination des masses de particules. Bon, ça c'est un petit exemple pour voir comment un champ peut changer la masse d'une particule. C'est-à-dire peut-être que masse, bon, ça c'est un exemple un peu extrême, que peut-être une masse qui est initialement nulle et quand elle est placée dans un champ, elle aura une masse non nulle. Ça c'est possible avec Higgs. Tout est possible avec Higgs et les échanges de bosons de Higgs. Bon, donc c'est comme si c'était une masse m moins phi ou m plus phi. Donc phi, ça peut être une quantité positive ou négative. Donc vous pouvez mettre m moins phi ou bien m plus phi ou
peu importe, parce que phi peut aussi être négative. Donc, les valeurs du champ peuvent avoir des valeurs négatives. Donc, m moins phi ou m plus phi. C'est le même. Voilà. Donc, si nous calculons d'après Euler-Lagrange, si nous calculons, c'est la quantité qui est des ronds L sur des ronds X points. Donc, ça va nous donner m moins phi par X point sur racine de 1 moins X point au carré. X point, c'est-à-dire V. Mais dans la notation des équations de Lagrange, on utilise le X point et X double point, etc. Donc là, on fait une petite dérivée de ce Lagrangien L. Donc c'est m moins phi par X point, qui est la dérivée de X, et sur racine de 1 moins X point carré. Donc des ronds L sur des ronds X point, ça représente une quantité de mouvement. Donc c'est tout simplement la quantité de mouvement d'une masse m moins phi dans l'espace-temps. Voilà, ça c'est pas compliqué, c'est juste, ça représente tout simplement la quantité de mouvement de m moins phi. Et d sur dt de d rond L sur d rond x point, donc c'est d sur dt de cette quantité, donc c'est d sur dt de m moins phi x point racine de 1 moins x point carré, qui est égal, d'après Euler-Lagrange, qui est égal à d rond L sur d rond x, donc c'est moins d rond phi sur d rond x par d rond phi par racine de 1 moins x point carré, parce que là, le m est une constante, donc d rond L sur d rond x, c'est la dérivée de phi par rapport à x fois la quantité 1 moins x point carré. Ça, c'est Euler-Lagrange. Donc, ça, c'est d rond L sur d rond x. Et voilà, donc m moins phi, phi est un scalaire, il dépend, donc il est variable, donc c'est m moins phi, la dérivée de cette quantité, moins plus, donc phi point, la dérivée de phi, la dérivée de cette quantité qui est phi moins phi point, fois cette quantité x point sur racine de 1 moins x point carré. Donc ça, c'est comme vous faites la dérivée d'une quantité u fois v. Donc c'est u fois v prime plus, ou bien uv prime plus v prime u. Donc c'est une simple dérivée de deux quantités. Donc c'est m moins phi fois la dérivée de cette quantité plus la dérivée de m moins phi, c'est moins phi point, par cette quantité qui est x point sur racine de 1 moins x point carré. Une simple dérivée qui est égale toujours à d rond L sur d rond x, donc moins d rond phi sur d rond x, racine de 1 moins x point au carré, ou bien v carré. Bon, supposons là pour la simplicité que notre champ seulement dépend de x. Oui, je ne vais pas écrire aussi x, y et z. Supposons qu'il est seulement dépendant de x. Donc ce phi point c'est quoi? C'est le différentiel de phi par rapport à x. Donc c'est d rond phi sur d rond x point fois x point. Donc c'est m moins phi d sur dt par d de x point sur racine de 1 moins x point au carré, moins on remplace phi point par d rond phi sur d rond x par x point et fois x point, donc ça fait x point au carré, sur racine de 1 moins x point carré, qui est égal à moins d rond phi sur d rond x par racine de 1 moins x point au carré. Donc voilà, c'est une équation, l'équation d'Euler-Lagrange, qui va par la suite nous donner les équations de mouvement, parce que le développement des équations d'Euler-Lagrange nous donne les équations de mouvement. Bon, je reviens à cette fameuse interaction. Donc, si le champ a un effet sur la particule, donc nous pouvons supposer que la particule aussi a un effet sur le champ. C'est le simple principe d'interaction. Si A affecte B, donc B doit affecter A. Donc A
agit sur B et B réagit sur A. Comme le cas d'une particule chargée. Le même cas d'une particule chargée dans un champ électromagnétique. Si vous placez un électron dans un champ électromagnétique, le champ va changer le mouvement de cet électron et la circulation de cet électron va elle-même créer un champ. Donc, l'électron va aussi changer le champ. Donc, voilà, c'est un cas très simple. Le champ agit sur l'électron et la circulation de l'électron agit sur le champ. C'est une interaction. A agit sur B et B agit sur A. Voilà. Mathématiquement, ou bien en termes d'équation, si vous prenez un champ phi qui est fonction de t et x, bon, le Lagrangien de la particule, c'est le même, donc moins m fois racine de racine de 1 moins x point carré, le Lagrangien qu'on a trouvé avant, donc moins m fois la racine. Donc c'est une quantité, ou bien c'est une quantité, si on fait l'intégrale de ce L, ça représente une certaine action le long de la trajectoire, surtout les intervalles dt. Donc, c'est l'intégrale de moins m racine de 1 moins x point carré dt, etc. C'est l'action correspondante à ce Lagrangien de la particule. Bon, si on prend le champ en considération, on va ajouter phi. Donc, à ce m, on ajoute m plus phi, ou bien m moins phi. Ça, comme vous voulez, un plus phi ou bien un moins phi. Donc, l'intégrale de ce Lagrangien de la particule dt, c'est l'intégrale de moins, au lieu de m, on met m plus phi ou m moins phi, par la racine de 1 moins x point carré dt. Donc, je vais prendre une approximation non relativiste, c'est-à-dire à faible vitesse, pour un mouvement suivant x. Bon, donc c'est l'intégrale de moins. Bon, là, je vais remettre le C qui n'est pas égal à 1. Donc M doit être, parce que le Lagrangien, il a la dimension d'une énergie. Donc la masse en termes d'énergie, c'est mc carré. Je vous rappelle que le Lagrangien, il a une dimension d'énergie. Donc c'est mc carré plus phi, ou bien une fonction de phi. Ce n'est pas nécessairement fois 1 phi. Donc, ou bien plus phi. Donc, le g, peut-être g est égal à 1, peut-être c'est différent de 1, mais c'est préférable de mettre g phi parce que c'est possible que ce ne soit pas 1. Donc, ce g, on l'appelle une constante de couplage entre champ et particule. Bon, souvent c'est 1, mais parfois c'est différent de 1. Donc on met cette lettre G, ce terme G, qui est la constante de couplage, fois la racine de 1 moins là, donc c'est x point carré sur c carré dt. Donc c'est l'intégrale de moins mc carré plus g phi. Et si nous sommes à faible vitesse, nous faisons l'approximation, donc c'est 1 moins x point carré sur c carré qui est à la puissance 1,5, la racine, qui est en développement limité, qui est 1 moins 1,5 x point carré sur c carré, etc. Donc la racine, ça devient 1 moins x point carré sur 2c carré dt. Donc cette quantité-là représente le Lagrangien, donc sans l'intégrale. Donc c'est moins mc carré. Donc, on fait le développement de cette quantité. Moins mc carré plus m, donc c carré sur c carré, ça reste moins par moins plus. Donc, c'est mx point carré sur 2, moins g phi, moins par moins plus, g phi x point carré sur 2c carré. Bon, nous sommes à faible vitesse, donc sur c carré, ça tend vers 0. Et le mc carré, ça représente, c'est un nombre, c'est un scalaire, donc ça ne change rien dans l'équation. Donc vous pouvez le garder, vous pouvez l'enlever. Ça,
c'est une quantité qui n'a pas de sens, ou bien qui n'a pas de sens à faible vitesse. Donc, ça représente une énergie au repos, une quantité qui n'est pas prise en considération à faible vitesse. Donc, on peut garder mx point carré sur 2 moins g phi. Et voilà, donc vous pouvez voir que ça représente ce n demi mx point carré ou bien n demi mv carré qui est l'énergie cinétique avec cette quantité. Donc, cette quantité, il n'y a autre que la quantité qui est l'énergie potentielle qui peut représenter cette énergie. Donc, comme on retrouve le Lagrangien classique qui est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, donc là, vous avez trouvé que ce potentiel qui est une fonction de phi, 1 g phi. Et voilà, ça c'est l'effet de la particule ou bien du champ, pardon. C'est l'effet du champ sur la particule. Là, ce G phi, l'énergie potentielle, ça vient de la présence dans le champ. Donc, c'est l'effet de ce champ sur la particule qui se traduit à faible vitesse par cette énergie potentielle G phi. Donc, ça maintenant, vous pouvez mieux comprendre l'équation de Newton, les équations de Newton, quand vous faites l'approximation à partir des équations relativistes. Ça apparaît vraiment dans les équations de Newton, d'où vient cette théorie ou bien cette équation qui représente une énergie potentielle moins une énergie cinétique, pardon, moins une énergie potentielle. Ça vous explique d'où vient cette énergie potentielle. C'est l'effet du champ sur la particule. Bon, maintenant, trouvons l'effet de la particule sur le champ. Bon, l'effet de la particule sur le champ, vous savez que l'action totale, la somme des actions, est la somme de deux parties. Il y a l'action du champ et puis il y a l'action de la particule. Bon, il faut faire un petit dessin. Je vais considérer une région de l'espace-temps. Bien sûr, X, là, ça représente tout l'espace, X, Y et Z. Donc, je vais prendre une région de l'espace-temps contenant un champ, bien sûr, un champ phi, là, représente par ses frontières. Donc, ce sont les frontières de la moindre action, si vous voulez. Et il y a une particule mobile, là, en bleu, donc, qui se déplace sur cette trajectoire en bleu entre un point initial et un point final dans ce champ. Bien sûr, l'équation doit être extrémale, c'est-à-dire minimale ou maximale. Donc, le principe de moindre action. Donc, c'est la trajectoire de moindre action. Bon, l'action qu'on a trouvée précédemment pour le champ, donc c'est l'intégrale de L dx mu. Donc, c'est n demi, 1 sur c carré, d rond phi sur d rond t au carré, moins d rond phi sur d rond x au carré, fois dx mu, c'est-à-dire dt, dx, dy, dz. Bon, ça, c'est ce qu'on a trouvé précédemment pour le champ. Et il y a aussi l'action de la particule. Donc, il faut ajouter le Lagrangien qui correspond à l'interaction de la particule. Bon, je vais prendre un cas simple pour ne pas compliquer les équations. Si on prend une particule au repos, AX égale 0, donc X point est égal à 0. Donc la contribution au Lagrangien sera l'intégrale de, donc puisque X point au carré, donc il reste moins G phi dt. Donc c'est moins G phi au point 0 t dt. C'est la quantité qu'il faut ajouter à l'action totale. Mais là, il y a un problème. Ça, c'est une intégrale sur dt. Et là, c'est une intégrale sur dt dx, dy, dz, ou bien dx mu. Donc, mathématiquement, ça ne colle pas. Donc, on a un problème mathématique là. On a une intégrale dx mu et une intégrale dt. Comment doit-on ajouter ces deux intégrales?
Bon, mathématiquement, il y a un seul moyen qui existe pour faire ce calcul, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la fonction delta de Dirac. Bon, n'ayez pas peur, ce n'est pas une partie qui est demandée pour ce cours. Donc, je ne vais pas vous demander de dériver la fonction delta de Dirac. Mais on va l'utiliser parce que c'est le seul moyen d'additionner ces deux intégrales. On n'a pas d'autre moyen mathématique. Bon, je vous explique ça rapidement. La fonction de Dirac, c'est une fonction qui est partout nulle, sauf sur le point x égale 0. Sur le point x égale 0, elle a une valeur très élevée. Elle a une valeur très élevée seulement pour x égale 0. Et pour n'importe quel autre x, la valeur de cette fonction delta x est nulle. Donc, ce delta x de Dirac, il est égal à 0, sauf pour x égale 0, elle a une valeur très grande. Alors, moins g phi de 0t, c'est l'intégrale, ça c'est l'intégrale. L'intégrale de moins g phi 0t, c'est l'intégrale de moins g phi delta 3x, donc c'est suivant x, y, z, fois d3x, donc aussi dx, dy, z. Donc ça, c'est la fonction delta de Dirac. Donc c'est l'intégrale de phi x, delta x, dx. Vous pouvez la représenter comme ça, simplement. Bon, puisque delta 3 de x, qui est delta x, delta y, dz, elle est non nulle seulement si les 3 sont non nuls. Donc, pour le point qui est à l'origine, pour le point 0. Donc, elle a seulement une valeur au point 0, à l'origine. Donc, ce moins g phi 0t, donc c'est l'intégrale de phi x, y, z, delta x, delta y, delta z, fois dx, dy, dz. Bon, ne vous compliquez pas la vie avec les fonctions de Dirac. Je les utilise seulement pour trouver la solution de cette intégrale. Donc, voilà, notre action, c'est 1/2 fois 1 sur c carré des rond phi sur des rond t au carré, moins des rond phi sur des rond x au carré dx mu, la première partie, à laquelle on ajoute, là, il doit y avoir un crochet là, donc moins g de delta 3x phi de x dx mu dx mu. Donc là, il y a un petit crochet. Voilà. Donc, c'est l'intégrale de, donc, on ajoute les deux termes ensemble, de 1/2, 1 sur c carré, des rond phi sur des rond carré, des rond phi sur des rond t au carré, moins des rond phi sur des rond x au carré, moins g delta 3x phi de x, le tout fois dx mu. Donc, toute cette quantité, ça représente le Lagrangien total, puisque c'est l'action totale. Donc, ça, c'est le Lagrangien total. Et cette partie-là, en vert, G delta 3x pi x, c'est l'effet, ou bien c'est la contribution de la particule à ce Lagrangien. OK? Donc ça, c'est la contribution du champ, et ça, c'est la contribution de la particule. Les deux ensemble forment le Lagrangien total, et l'intégrale sur dx mu, sur l'espace-temps, représente l'action totale. Bon, maintenant, nous avons notre Lagrangien. On peut utiliser notre Lagrangien pour quoi faire? Pour, bien sûr, trouver les équations du mouvement. Les équations de mouvement, c'est-à-dire les équations de leur Lagrange. Donc, la première partie de l'équation, des ronds sur des ronds t, de des ronds L sur des ronds phi sur des ronds t, la première dérivée par rapport à t, donc c'est 1 sur c carré, voilà le 2 avec le 1/2, donc on enlève le 1/2, des ronds carrés phi sur des ronds t carré, ça c'est une deuxième dérivée, ça c'est une première dérivée,
moins d rond carré phi sur d rond x2, moins d rond carré phi sur d rond y2, moins d rond carré phi sur d rond z carré. Donc, on ajoute toutes les dérivées. Et voilà. Donc, et le d rond L sur d rond phi qui est moins g delta 3 x. Donc, le d rond L sur d rond phi, donc c'est fonction de phi, donc c'est moins g delta 3 de x. Voilà, donc là, c'est pas seulement sur des ronds t, c'est des ronds sur toutes les variables. Donc la somme des équations de la Lagrange. Voilà, donc nous obtenons 1 sur c carré, des ronds carrés phi sur des ronds t carré, moins des ronds carrés phi sur des ronds x carré, moins des ronds carrés phi sur des ronds y carré, moins des ronds carrés phi sur des ronds z carré, qui est égal à donc, qui est égal à cette quantité qui est d rond L sur d rond phi, là. Donc, c'est égal à moins g delta 3 de x. Bon, ça ressemble beaucoup, ou bien en fait, c'est la même équation de propagation des ondes, mais pour un point de l'espace, il y a quelque chose de différent. Et quel est ce point? C'est le point 0, le point qui est à l'origine. Bon, prenons quelques cas particuliers. Si la particule elle est au repos, donc la particule est au repos, elle ne se déplace pas, et que ce champ est aussi indépendant de T, donc cette partie s'annule, des ronds carrés fils de rond T carré, elle est nulle puisque le champ est indépendant de T. Donc ça nous donne la série des ronds carrés fils de rond x carré, de plus des ronds carrés fils de rond y carré, plus des ronds carrés phi sur des ronds z carré, qui est égal à g delta 3 de x. Ça vous rappelle quelle équation? C'est bien sûr l'équation de Poisson du potentiel électrostatique que vous connaissez très bien d'après les cours précédents, les cours d'électrostatique. Vous avez même vu ça en première année dans le cours d'électrostatique. Ça, comment on l'appelle? Le Laplacien. Donc ça, ce delta à l'envers, donc le triangle un peu renversé, le Laplacien. Le Laplacien de phi qui est égal à g delta 3x. Et dans le cas, dans le potentiel électrostatique, ça représente la densité de charge que vous trouvez d'après les équations de Maxwell. Ça représente simplement la densité de charge. C'est la même équation que vous avez trouvée en première année dans le cours d'électrostatique. Exactement la même, mais dérivée maintenant dans l'espace-temps à partir de la relativité. Donc voilà, c'est la somme des dérivées secondes qui est égale à la densité de charge que vous connaissez très bien. Un autre cas particulier, si la particule se trouve à x égale 0. Donc aussi, on trouve que le Laplacien de phi est égal à g de delta 3 de x, x moins a. Donc là, maintenant, on cherche une valeur qui est différente, de 0. OK? Donc, voilà. Si la particule est en mouvement sur une trajectoire en fonction de t, donc sa position est donnée par a en fonction de t, donc le Laplacien de phi est égal à g delta x moins at. Donc, on remplace la position de la particule par sa position en fonction du temps. Mais là, si la particule est mobile, surtout si c'est une particule chargée, le champ, il n'est plus indépendant du temps. Donc là, il faut rajouter l'effet du champ. Donc, on retrouve 1 sur c carré des ronds carrés phi sur des ronds t carré, qui est égal à, ou bien moins le Laplacien de phi, qui est égal à moins g
delta x moins at, ou bien vous pouvez multiplier par 1 moins toute l'équation et la mettre en quantité positive. Vous aurez l'équation de l'émission des radiations, bien sûr, des radiations électromagnétiques. C'est l'équation de l'émission des ondes électromagnétiques. Vous aurez dû voir ça quelque part dans des cours d'électromagnétisme et ces cours-là. Bon, je reviens à l'équation d'onde, qui est n demi fois 1 sur c carré, et le carré des dérivées premières, donc 1 sur c carré, d rho phi sur d rho t au carré, moins d rho phi sur d rho x au carré, etc., moins mu carré phi carré. Bon, faisons cette dérivée, c'est-à-dire les dérivées à partir de l'équation de Lagrange. Donc, le 2 et le n demi se simplifient. Vous aurez 1 sur c carré et les dérivées secondes. 1 sur c carré, d rho carré phi sur d rho t carré, moins d rho carré phi sur d rho x carré, moins d rho carré phi sur d rho y carré, moins d rho carré phi sur d rho z carré est égal à quoi? D rho L sur d rho phi, qui est moins phi carré fois donc 2 phi fois n demi, donc phi. Donc, est égal à moins 1 mu carré phi. Donc, on peut donc écrire l'équation sur cette forme, ou bien suivant cette forme, qui est donc, c'est-à-dire que la somme de tout ça, qui est égal à 0. Donc, 1 sur c carré, d rho carré phi sur rho t carré, moins les dérivés par rapport à l'espace, plus mu carré phi est égal à 0. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de Klein-Gordon. Klein-Gordon, c'est la fameuse équation de la mécanique quantique. C'est en fait, c'est la même équation trouvée par Schrödinger, mais dans un cas relativiste. Donc, l'équation de Schrödinger dans la relativité, ou bien l'équation relativiste de Schrödinger, c'est cette équation qu'on appelle l'équation de Klein-Gordon. En fait, Klein-Gordon a trouvé, ou bien ils ont trouvé, Klein et Gordon, ils ont trouvé cette équation avant Schrödinger. Mais ils l'ont trouvée dans un cas relativiste. Schrödinger, il est venu, il a mis cette équation sous forme non relativiste, et maintenant tout le monde appelle l'équation de Schrödinger. Pourtant, c'est l'équation qui a été initialement trouvée en relativité et c'est l'équation de Klein-Gordon. Mais la convention maintenant, c'est de dire l'équation de Schrödinger. Donc voilà, ça c'est l'équation de Klein-Gordon, c'est l'équation de la mécanique quantique en relativité. Voilà. Donc, je continue avec cette équation. La solution de cette équation de Klein-Gordon est simplement la somme d'ondes pleines. Donc, vous avez un champ phi qui est l'exponentielle, donc la somme d'ondes pleines. E moins I oméga t, oméga étant la pulsation, ou bien la fréquence angulaire depuis f, ou bien depuis nu, fois EI fois le vecteur d'onde Kx plus Ky plus Kz, qui est simplement l'exponentielle I fois Kx, ou bien K mu x mu. Donc, vous calculez les dérivées secondes. D rho carré phi sur d rho t carré, donc ça, t, donc ça vous donne moins oméga carré, ou bien on peut la faire à partir de cette équation. Donc, c'est moins oméga carré fois les exponentielles, donc fois phi. D rho carré phi sur d rho x carré, donc c'est moins k carré, parce que la x est là, moins k carré fois l'exponentielle, c'est-à-dire fois phi, etc. Si on remplace dans Klein-Gordon, vous aurez moins oméga carré sur c carré, plus k carré x plus k carré y carré z plus mu carré qui est égal à 0. Donc, oméga carré est égal à c fois la somme k carré plus k carré plus k carré plus mu carré. Donc, oméga c'est plus ou moins c fois la racine de
fois la racine d'A carré plus, etc., plus mu carré. Bon, je vous donne un exemple très simple en fonction de cosinus et sinus. Si vous avez une exponentielle de I oméga t moins kx, ça peut s'écrire sous la forme, bien sûr, de l'exponentielle EI quelque chose, c'est le cosinus plus I sinus. Donc, c'est cosinus oméga t moins kx plus I sinus oméga t moins k. Et voilà, donc, ces ondes de plane, le cosinus et le sinus de oméga t moins x sont des solutions de cette équation de Klein-Gordon. Voilà, c'est le cosinus et c'est le sinus en bleu. Voilà, si AT égale 0. Donc, vous voyez qu'il y a un déphasage de pi sur 2 ou bien de 90 degrés. Bon, je m'arrête pour cette séance. Voilà, donc c'est suffisant pour cette séance. On continue dans la séance